Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Il est quand même que 10h30, donc pour un dimanche, pour un sujet passionnant, un sujet sur l'alimentation, l'agriculture et qui va nous nourrir demain. L'agriculture, c'est une activité qui nous touche de multiples manières. Bien sûr, c'est notre alimentation. C'est évident que depuis que nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs, mais elle touche aussi notre santé à travers la qualité de ce que produit l'agriculture. Elle touche notre cadre de vie à travers les paysages qu'elle façonne et dans lesquels nous vivons. Elle conditionne notre rapport au vivant et elle fait partie intégrante de notre culture. C'est pour toutes ces raisons que les sujets sur l'alimentation et l'agriculture déclenchent tout de suite beaucoup de passion. Derrière nous, les mangeurs, il y a les paysans. Alors, je ne sais pas s'il y a des paysans ce matin avec nous dans cette salle. Est-ce qu'il y en a au moins un, deux? Très bien, écoutez, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez après, de prendre la parole. Il y a des femmes et des hommes, des paysans qui sont soumis à de multiples injonctions paradoxales. Produire pour que nous mangions, et mangions de bonnes choses, pas trop chères, assurer notre indépendance alimentaire, produire pour que vive une filière qui génère des centaines de milliers d'emplois, préserver la capacité des sols à produire demain, préserver la biodiversité en entretenant le paysage pour qu'il soit beau pour nous et qu'on ait plaisir à y habiter, à s'y promener. Produire en émettant peu de gaz à effet de serre, produire en étant rentable économiquement, produire qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que les récoltes soient abondantes ou médiocres. Et pour eux, les femmes et les hommes qui aujourd'hui sont dévolus à cette tâche, avoir une qualité de vie qui soit la même que celle des autres citoyens, avec des relations sociales et du temps libre. C'est donc un métier, vous le voyez, qui est soumis à de multiples contraintes parfois un peu paradoxales. Alors nous sommes tous dans cette salle avec nos convictions, avec nos certitudes, avec nos idées sur ce qu'il faudrait faire. Et le sujet est tellement passionnel. Alors, nous allons peut-être laisser leur chance à nos intervenants de ce matin, leur laisser la chance de nous amener quelques-unes de leurs idées pour que nous puissions repartir, peut-être sans avoir changé complètement d'opinion, mais au moins avoir quelques idées qui nous font réfléchir, et surtout l'envie de lire leurs livres. Alors, nous allons découvrir qui sont les trois personnes autour de cette table pour ce débat. Ensuite, il y aura à peu près 40-45 minutes d'échange. Et puis, nous allons faire l'effort d'être suffisamment synthétique pour que la parole vous soit laissée et qu'il y ait une séquence d'au moins 20 minutes de réponse à vos questions. C'est une partie qui est très importante. Voilà pour le déroulé. Donc, je vous présente très rapidement nos trois intervenants. Je vais commencer par Laure Ducot. Laure, vous êtes formation ingénieure forestière. À la fin de vos études, vous avez fait une rencontre qui vous a a priori marqué, celle de Claire Nouvian, qui a été la fondatrice de Bloom, qui travaille sur la défense de l'océan profond. Vous y avez passé 2 ans et ensuite vous avez passé 6 ans chez Greenpeace France comme chef de projet agriculture et alimentation. Voilà, vous pourrez nous en dire peut-être quelques mots. Aujourd'hui, Laure est experte indépendante sur les enjeux politiques et environnementaux de l'alimentation. Un mi-temps chez Bloom, un mi-temps pour d'autres ONG. Vous êtes formatrice pour des associations militantes sur l'agro-industrie, la gestion de projets. Votre dernier ouvrage, celui donc, qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est « Les frites viennent des patates ». Vous nous direz peut-être pourquoi cet ouvrage. Le sous-titre, c'est « Dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie », donc paru chez Grasset.
sous la direction de Mathieu Vidard. Laure, est-ce que vous voulez compléter ou corriger cette petite bio très rapide? Je pense que le principal est dit. Déjà, bonjour à tout le monde. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est ce qui m'a défini, ce qui m'a construit et qui se retrouve dans le livre. C'est que vraiment, j'ai toujours eu à cœur dans mon parcours, dans ces 10 années travaillé sur l'agriculture et la pêche industrielle, de comprendre à la fois les mécaniques systémiques, politiques, donc l'influence des représentants des filières, l'influence du lobbying, mais aussi toujours la réalité des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs et des éleveuses. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la réduction de la consommation de la viande et de la viande industrielle, et j'ai toujours eu envie de comprendre ce qui se jouait pour les éleveurs et qu'est-ce qui crée autant de passion et de tension sur cette question de viande, par exemple. Donc j'essaye à la fois d'avoir toujours une culture scientifique. Je base tous mes propos sur des sources solides, vérifiées, objectives, mais avec toujours une profonde empathie pour les humains qu'il y a derrière les systèmes. En 2 mots, c'est une gageure, mais dans Les frites viennent des patates, le lecteur va découvrir quoi? En fait, c'est Mathieu Vidard de l'émission À Terre au Carré avec qui j'ai travaillé sur une conférence qui m'a proposé d'écrire ce livre. Et en fait, donc, l'idée derrière, c'était, on a voulu tous les deux répondre aux questions que l'on se pose tout le temps, que l'on me pose souvent quand je faisais beaucoup d'interviews sur les questions d'alimentation, c'est-à-dire toutes les questions de société autour de l'alimentation. Est-ce qu'on peut encore faire confiance au bio? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tensions sur la viande? L'alimentation de qualité est-elle réservée aux plus riches? Donc toutes les questions sociales à l'alimentation. Et ça, c'est le premier chapitre. Mais ce que je voulais, c'est parler de ce qui intéresse les gens. Souvent, c'est leur santé en priorité et la question du prix, pour les emmener derrière dans les coulisses de l'agro-industrie et comprendre derrière ces grands mots de lobbying, agro-industrie, qui est derrière, comment est-ce que ça se joue, parce qu'en fait, ce sont des humains, ce ne sont pas des grandes machines abstraites. Et donc, ce qui me permet d'arriver au dernier chapitre sur comment est-ce qu'on agit là-dessus. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de dire qu'il faut... Alors bien sûr, il faut transformer la politique agricole commune, les flux financiers, les marchés, mais ça, ce n'est pas à la portée de main de tout le monde. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les actions collectives, politiques, mais d'un point de vue du citoyen. Très bien, et on y reviendra. Pour éclairer juste un peu le titre, dans l'ouvrage de Laure, elle fait référence à une enquête qui a été menée auprès d'enfants de 8 à 12 ans. 75% d'entre eux ne savent pas ce qu'est la matière principale d'un steak haché. Et un quart ne savent pas que les frites viennent des patates. Et ils ne savent pas que les frites viennent des patates. Amélie Poinceau, donc notre deuxième intervenante. Vous avez travaillé dans un domaine assez différent de l'agriculture au départ, puisque vous avez été correspondante en Pologne, puis en Grèce pour différents médias. Vous avez travaillé pour La Croix, RFI, l'agence France Presse, et vous avez rejoint la rédaction de Mediapart en 2014. Pendant 5 ans, vous avez traité de l'actualité européenne, la Crimée, l'Ukraine, la crise grecque, de nombreux sujets que l'on voit encore à l'œuvre aujourd'hui. Et depuis 2019, donc depuis 5 ans, vous travaillez sur des thématiques qui sont liées à l'agriculture, l'agrobusiness, les lobbies, les risques sanitaires et environnementaux. Vous avez écrit 2 ouvrages. Le premier, c'était Dans la tête de Viktor Orban, en 2019. Et le deuxième, donc, qui va nous occuper ce matin, donc c'est Qui va nous nourrir? Au cœur de l'urgence écologique, le renouveau paysan, le livre d'Amélie. Même question, voulez-vous rajouter, compléter quelque chose et nous dire en 2 mots ce que le lecteur trouvera dans votre ouvrage? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Peut-être la première question souvent qui m'est posée, c'est mais comment vous êtes passé de l'international à l'agriculture et pourquoi? Très très rapidement, j'ai eu une grosse prise de conscience donc en 2018-2019 lorsque le mouvement climat a pris vraiment de l'ampleur au niveau européen. Et puis bon, j'ai un lien avec le monde paysan depuis très très longtemps, sans être fille d'eux, mais on reviendra sur cet héritage qui est très très présent dans le monde agricole. Mais donc, pour Mediapart, le journal pour lequel je travaille, j'ai effectivement proposé, il y a 5 ans, une nouvelle rubrique qui n'existait pas dans le journal et qui, pour moi, existait très peu à ce moment-là dans la presse nationale et la presse généraliste. On ne parlait pas d'agriculture. Bon, là, ça a changé, évidemment, surtout depuis le début de l'année avec le mouvement de colère agricole. Donc, le sujet s'impose aujourd'hui et je pense que là, il va être très présent dans les médias pour un bon moment. Mais au moment où j'ai eu cette envie, c'était aussi parce que je constatais vraiment un grand vide sur ces sujets-là.
Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans le livre ? Le livre, en fait, il raconte les difficultés et les blocages qu'il y a aujourd'hui dans le monde agricole pour faire advenir une nouvelle génération, à la fois des gens qui ne sont pas issus du milieu et qui sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre le secteur agricole et qui sont confrontés à plein d'obstacles. Bon, je développerai tout à l'heure, mais le livre, en fait, va à la rencontre de ces gens-là. Donc, c'est un livre très vivant avec des témoignages. On est dans des fermes et la construction du livre suit la progression, en fait, de toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour reprendre une ferme agricole. Et donc, on voit différentes personnes à différents stades que ce soit la formation, la recherche des terres, etc. Et puis plus tard, après 2-3 ans d'installation, comment ça se passe, le recul, etc. C'est ça un petit peu, le schéma général. Merci. Le troisième intervenant de notre table ronde, c'est Marc Dufumier. Pour ceux qui s'intéressent à l'agronomie, c'est une star du domaine. Il a formé des générations d'ingénieurs agronomes à travers le monde. Donc, il est lui-même ingénieur agronome, docteur en géographie. Pour ceux qui ont un peu de bouteille comme moi, sachez son directeur de thèse a été René Dumont. C'est dire si vous êtes porteur d'une tradition sur la vision de l'agriculture et des équilibres mondiaux. Vous êtes professeur honoraire à Agro-ParisTech, où vous avez dirigé la chaire d'agriculture comparée. Vous êtes un spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution, impliqué dans de nombreux projets de développement, tant en France qu'à l'étranger, notamment dans les pays du Sud, que vous connaissez bien. Vous avez été expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO. Vous avez mené différentes missions d'expertise en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et puis, je terminerai par là pour votre biographie. Vous avez été membre du Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie durable. Voilà, donc on y reviendra. Alors, dans vos publications, je renvoie tout le monde aux listes qui se trouvent notamment sur Internet parce que vous avez beaucoup écrit des ouvrages depuis 1986 sur les politiques agraires, sur l'agriculture biologique, sur l'alimentation et la nutrition. Votre dernier livre s'intitule « La transition agroécologique ». Qu'est-ce qu'on attend ? Voilà, Marc, voulez-vous compléter, corriger ou nous dire en 2 mots ce qu'il y a dans votre livre ? Oui, non, très bonne présentation. En fait, j'ai commencé formé agronome, j'étais un peu agronome formaté, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qui était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qui était mal, j'étais proche de Dieu. Et quand on m'a demandé d'enseigner la riziculture améliorée à Madagascar, et que j'ai commencé à dire, une variété a au potentiel génétique de rendement amélioré, mais elle est concurrencée par des herbes, il faut lui mettre un herbicide. Elles m'ont dit que j'étais nul. Elles m'ont dit qu'avec mon herbicide, je tuais des canards, je tuais des poissons, je tuais des escargots, je tuais des grenouilles, je tuais leur source de protéines, que le canard, il désherbait, c'est-à-dire qu'il s'attaquait aux herbes adventices et il n'attaquait pas le riz parce que ce n'est pas appétant. Bref, elles n'ont jamais parlé d'agroécologie. Mais c'est elles qui m'ont initié à l'agroécologie. Alors le livre, la transition agroécologique, c'est la partie scientifique. Donc du coup, je me prétends scientifique. L'agroécologue, celui qui donne des leçons d'agroécologie, l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas qu'une plante, c'est un agroécosystème avec des interactions entre des espèces domestiques, des espèces sauvages, des végétaux, des animaux, des microbes. Il y reviendra, Marc, tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on attend ? J'aurai plus de questions. Et qu'est-ce qu'on attend ? C'est l'impatience du citoyen engagé. Voilà. Très bien. Non. Et alors, pour couper court à une question, désolé pour la fin de la partie, Marc Dufumier, c'est son vrai nom. Voilà. Alors, attaquons maintenant notre débat par une première partie sur, finalement, avant de parler d'agriculture, parlons d'alimentation, parce que l'alimentation conditionne énormément ce que l'on va demander à l'agriculture, même si parfois l'agriculture va conditionner aussi ce que l'on mange. Laure, je vais me tourner vers vous. Le premier chapitre de votre livre s'intitule « Je mange, donc je suis ». Et il commence par ce thème « Notre assiette change, nos habitudes aussi ». Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer de manière synthétique sur des évolutions depuis
quelques siècles, n'hésitons pas, qui ont finalement fait évoluer notre agriculture, notre alimentation qui n'était pas du tout la même il y a même encore 50 ans. Oui, alors beaucoup d'événements, notre alimentation se transforme en permanence. Mais je dirais que le premier grand événement qui a bouleversé notre rapport à l'agriculture et l'alimentation au XVIe siècle, parce que c'est le départ de mon livre, c'est la colonisation. La colonisation parce que, pour une première chose, c'est que c'est à partir de là qu'on a eu des aliments que nous n'avions pas avant, comme la pomme de terre, la tomate, le maïs, qui est au cœur de l'alimentation de notre bétail aujourd'hui. Tout ça, on ne l'avait pas il y a encore quelques siècles. Mais il y a eu un deuxième point pour moi très important avec la colonisation, et quand j'ai important, c'est pas positif, hein, c'est l'esclavage. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une période de plusieurs siècles de mise en esclavage de centaines de millions de personnes a commencé. Et c'est là que on est allé sur des terres qui ne nous appartenaient pas, et nous avons exproprié, pillé, torturé, violé pour récupérer ces terres et mettre notamment des plantations. Et c'est sur ça que s'est construit notre agriculture, notre alimentation, du moins en partie, et que l'on a ramené certains aliments. Et notamment, un exemple qui pour moi est très parlant, c'est le fruit préféré des Français. Est-ce que vous savez lequel c'est? La banane. Et la banane, en fait, c'est devenu le fruit préféré des Français parce qu'à un moment donné, on est allé sur ces territoires qu'on a appelés les Antilles, on a récupéré des terres qui n'étaient pas à nous, on a exproprié, tué, pillé, massacré. On a forcé les gens des Antilles à défricher. Il y a eu plein de maladies, il y en a plein qui sont morts de ça. On les a forcés à planter des plantations de bananiers et qu'ensuite on a continué à maintenir grâce à de la chimie. Et aujourd'hui, les Antilles sont totalement polluées au chlordécone, par exemple. Et les agriculteurs locaux ne peuvent même plus produire certains légumes parce qu'ils sont pollués au chlordécone. Et donc, en fait, encore aujourd'hui, on a une alimentation qui est très coloniale et on a perdu ce lien-là puisque on continue d'avoir une alimentation basée sur l'exploitation et le massacre parfois de personnes à l'autre bout de la planète. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a eu d'autres éléments clés, c'est notamment la révolution industrielle. La révolution industrielle avec l'arrivée du charbon, de la machine à vapeur, des pratiques de conservation, de stérilisation. Je veux dire, quand tout ça arrive, ça a transformé nos habitudes puisqu'à ce moment-là, on a pu abolir les distances. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de manger ce qu'on venait de cuisiner. À partir de là, on a pu manger des choses qui avaient été faites il y a longtemps et à l'autre bout de la planète. Donc ça a complètement modifié notre rapport à l'alimentation et jusque dans les armées de Napoléon, puisque l'arrivée de la stérilisation a permis aux soldats de Napoléon de vraiment être plus performants et plus longtemps sur le terrain de la guerre. Donc ça a été un grand tournant. Puis après, il y a eu les guerres. Première guerre mondiale, puis l'arrivée des premières moissonneuses-batteuses, l'arrivée de l'électricité. En 1920, l'électricité arrivait tout juste dans nos campagnes, il y a à peine un siècle. Aujourd'hui, quand on voit la place que l'électricité a, ça n'a plus rien à voir. Et puis, donc là, le productivisme a commencé à prendre, tout le corps agricole, peut-être qu'Amélie reviendra dessus, le crédit agricole, les mutuelles agricoles, tout ça se sont créés dans l'entre-deux-guerres. Et c'est là aussi qu'il y a eu les premiers aliments transformés, la moutarde, le viandox, pour celles et ceux qui s'en rappellent. Tout ça, c'est l'entre-deux-guerres. Et puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, puisque notre agriculture est très liée aux guerres, toujours, eh bien, c'est là où il y a eu le développement de certaines machines et le développement de certaines armes chimiques qui ont derrière permis la création de pesticides. Et les premiers, et donc suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Et donc, pour terminer la guerre, il y a eu cet accord passé avec les États-Unis. Et donc, les produits américains ont inondé l'Europe avec des produits de cet autre continent, et notamment le tracteur, qui a été le symbole de cette époque. On a des images, des photos avec des tracteurs qui arrivent des porte-containers et qui ont inondé les campagnes françaises. Et ça a tout changé. Et il faut savoir que les tracteurs, ils sortaient des usines Renault qui avaient besoin de se reconvertir après la guerre. Il fallait passer de tanks à des tracteurs, et donc les premiers tracteurs avaient des chenilles comme pour les tanks. Enfin, je veux dire, vraiment, tout est très lié. Et c'est dans ces années-là, je vais terminer là-dessus, c'est suite à ça qu'il y a eu la mise en place de la politique agricole commune, mais aussi la politique commune des pêches. Et donc là, on a commencé une grande vague d'industrialisation de l'agriculture et de la pêche qui ont bouleversé notre alimentation, notre agriculture. C'est là qu'on a vraiment appauvri les sols, détruit, qu'on a aussi augmenté la productivité, permis à plus de monde de se nourrir. Et donc aussi, c'est là que l'industrie de la chimie a développé des aliments transformés, voire ultra transformés. Et c'est pour ça que là, il y a les 50 dernières années, finalement, c'est cette période que notre alimentation s'est transformée à une vitesse fulgurante. Et normalement, la vitesse, pour moi, c'est la clé de description de cette évolution. Et avec cette vitesse-là, qu'est-ce qui s'est passé?
la condition des femmes a évolué. Elles sont sorties des cuisines pour aller travailler. Et surprise, les hommes ne les ont pas remplacées dans les cuisines. Et donc, en fait, on s'est mis à beaucoup moins cuisiner. Enfin, c'est une réalité. On s'est mis à beaucoup moins cuisiner. Il y a eu beaucoup moins de transmission. Et tout ça avec l'évolution de la chimie en parallèle et de l'industrie qui a voulu faire toujours plus de profit avec des aliments toujours reconstitués, recomposés pour moins cher, donc pour produire plus et moins cher, fait qu'aujourd'hui, on cuisine beaucoup moins, on mange beaucoup plus de produits ultra transformés, on ne sait plus cuisiner et ça se retrouve autant dans les foyers que dans les cantines et notamment les cantines collectives et scolaires. Et finalement, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que cette émergence, cette prise de pouvoir des produits ultra transformés provoque une déconnexion, et c'est le titre de votre livre, entre l'agriculture et l'assiette. Tout à fait. En une phrase là-dessus, pour moi, c'est important parce que, Martial, vous parliez au début des agriculteurs et de la condition des agriculteurs. Et en fait, en se dissociant de notre alimentation, comme on ne sait même plus ce qu'il y a dans notre assiette, on est vraiment loin des yeux, loin du cœur. On ne se soucie plus de la condition paysanne, on ne se soucie plus de la rémunération des agriculteurs, de leurs conditions de vie, de leur santé, et on ne se soucie plus non plus de l'impact de notre alimentation sur ce qu'il y a à l'autre bout de la planète. Et notamment, quand on produit du soja pour nourrir nos porcs, nos poulets, nos vaches laitières, bien en fait, ça a un impact dramatique sur les écosystèmes et sur des personnes, des humains. Et ça, en fait, on est dans le déni. En fait, on a totalement délégué notre alimentation à d'autres, à des entreprises de l'agro-industrie. Et en fait, en leur déléguant cette alimentation, on leur a délégué notre pouvoir de choisir. Et donc, on les laisse vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Et ça a des impacts dramatiques, comme on le sait aujourd'hui. Voilà, donc on pose bien le débat. Marc, je me tourne vers vous pour peut-être une vision encore plus planétaire. Si les pays développés ont à lutter contre la malbouffe, Laure en a parlé un peu, vous écrivez que sur les 8 milliards d'individus qui peuplent aujourd'hui notre planète, 700 millions souffrent de malnutrition et 1,2 milliard ont une vie qui est amoindrie par la nature de ce qu'ils mangent. Donc, ma question sera, avant de savoir qui va nous nourrir demain, comment vont évoluer les besoins de cette planète dont je rappelle que tous les jours, il y a 200 000 individus de plus dans le monde. Comment vont évoluer ces besoins alimentaires et comment devrait-il évoluer pour que ça reste soutenable pour notre planète Terre, Marc? Oui, tout ça est juste. On est 8 milliards d'habitants aujourd'hui. On sera autour de 10 milliards. Alors, il y a encore des incertitudes sur le chiffre exact, mais 10 milliards en 2050. Donc, la question de nourrir une population croissante et la question des volumes produits pour nourrir cette population croissante est une question on ne peut plus légitime. Il nous faut être très clair. Ensuite, dans les bonnes nouvelles, il y en a quand même. Il y avait des famines en Inde. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les pays du Sud, j'étais très préoccupé par les famines. Il y en a quand même moins, il faut être très clair. Et y compris, il y a des populations qui sont sorties d'une pauvreté extrême et qui commencent à manger quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Sauf que pour nourrir des animaux, il faut entre, on va dire, 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale. Et plus il y aura des gens qui sortent de la pauvreté et on consomme des protéines animales, plus il faut envisager que la demande en production végétale pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, d'ici 2050, c'est peut-être pas doublé, mais quasiment. Alors évidemment, ça va peut-être dépendre de si nous, on mange moins de viande ou autre, et des choses comme ça. Mais oui, il faut s'attendre. Alors par contre, il faut savoir qu'il y a des pays, un peu comme le nôtre, où on a beaucoup d'excédents. Nous, on a des excédents de blé, on a des excédents d'œufs, on a des excédents de poudre de lait. Et chez nous, on pourrait s'autoriser à produire éventuellement moins, mais mieux. Donc la question de la qualité des ingrédients. Alors il faut, vous savez, une alimentation équilibrée, des protéines, des calories, des vitamines, des fibres, des minéraux, des antioxydants. Il ne faut pas que dans nos ingrédients, il y ait des perturbateurs endocriniens, qu'il n'y ait pas d'antibiotiques dans la viande, on développe des antibiorésistances. Donc la question de nourrir suffisamment, mais nourrir correctement l'humanité tout entière est une question on ne peut plus légitime. Très bien. Et vous avez des solutions, on va en parler. Pour terminer ce premier diagnostic sur l'alimentation, une question pour vous, Amélie. Donc, Laure a montré comment notre alimentation s'est formidablement modifiée dans le temps. Cette production a été longtemps dévolue aux paysans. Vous vous êtes plongé à travers votre livre dans ce monde des paysans. En 1920, il y a 100 ans, 4 actifs sur 10 travaillaient dans l'agriculture. 100 ans après, c'est 0,5 actifs sur 10.
Et il y a aujourd'hui à peu près 400 000 exploitations agricoles au dernier recensement de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé, Amélie, en un siècle, Oui. à travers cette érosion démographique? Oui, alors on a dit quelques mots, effectivement, et il y a eu évidemment un déclin démographique énorme, mais qui a été provoqué par des politiques publiques, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Je vais un petit peu vite sur la modernisation, etc., puisque Laure en a parlé. Mais la chute démographique du secteur agricole, elle s'accélère vraiment après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle est accompagnée de politiques publiques, et notamment d'un ministre que certains connaissent peut-être ici, qui s'appelait Edgar Pisani, qui était ministre de l'Agriculture de Gaulle, et qui, au début des années 60, a lancé des grandes politiques de restructuration du monde agricole, en créant des institutions comme la SAFER, en créant la PAC avec d'autres pays européens. Mais donc la France a été vraiment l'un des pays moteurs dans la mise en place de la PAC, la politique agricole commune au niveau européen. Et puis remembrement, et puis politique de subvention pour faire partir les fils et filles de paysans, et notamment en Bretagne. Il faut dire que c'était un monde aussi très très pauvre, hein, quand même, dans certains endroits. Donc, et il y avait clairement une volonté d'avoir de la main-d'œuvre pour le développement de l'industrie. Et donc, voilà, tout ça s'est accompagné. Donc, je raconte aussi dans mon livre qu'il y a des bourses, des subventions aussi pour que les grandes fratries de familles paysannes aussi partent à la ville. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la fin des paysans dans cette époque-là, puisqu'il y a un grand sociologue qui s'appelle Henri Mandras, qui a publié un livre que d'ailleurs sur lequel je m'appuie beaucoup, parce que j'en fais une relecture à l'aune d'aujourd'hui. Donc c'est un livre qui est publié en 1967 et qui fait grand bruit à l'époque, parce que le titre c'est « La fin des paysans ». Et justement, il raconte ça, et en parallèle la professionnalisation du métier. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que c'était même plus une fin des paysannes qu'une fin des paysans, parce qu'à ce moment-là, l'effondrement, il est encore plus marqué chez les filles de ces familles-là, qui vont classiquement à la ville pour exercer des boulots d'institutrice, de secrétaire, etc. Et c'est notamment l'histoire d'une romancière, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Hélène Lafont, et qui, elle, le dit très clairement dans ses livres, très jeune, en fait. Donc, elle vient d'une famille de paysans du Cantal. Et elle dit clairement, moi, je ne ferai pas ce métier-là. Et donc, voilà, elle devient prof de lettres et ensuite écrivaine. Mais donc, voilà, effectivement, on arrive aujourd'hui avec les derniers chiffres du recensement, c'est 390 000 exploitations agricoles pour être exact. Donc on en est déjà en dessous aujourd'hui, hein, parce qu'elles continuent de disparaître, ces exploitations. Et donc d'ici à 2030, la moitié des personnes qui étaient exploitants agricoles en 2020 seront parties à la retraite. Et là, voilà, il y a un gros hiatus, parce qu'il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui pour les remplacer. Donc le risque, c'est que la tendance qui a donc été la tendance depuis le début du XXe siècle continue, c'est-à-dire agrandissement des fermes, rachat par les plus gros, etc. Et de moins en moins de personnes à la tête des exploitations. En revanche, il y a une autre tendance dont on ne parle pas du tout et que je souligne aussi, c'est le développement du salariat agricole et aussi de tous les boulots précaires qui vont avec. Et c'est quelque chose dont certains s'accommodent très bien, en particulier la FNSEA, qui est d'accepter en fait le fait qu'il va y avoir encore moins d'exploitants et d'exploitantes agricoles dans les années à venir. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on va faire appel à de la main-d'œuvre, et notamment de la main-d'œuvre immigrée. Donc, ce que vous dites finalement, c'est que si on prolonge les courbes et que rien ne se passe, dans 2030, c'est demain matin, c'est dans 6 ans, il y a, on passe de 390 000 à un peu plus de 200 000 exploitations. Oui, c'est ça. Alors j'ai fait un calcul comme ça un petit peu rapide, qui est peut-être un petit peu caricatural, parce qu'évidemment c'est difficile aussi de se projeter, mais c'est vrai que ça va arriver très vite. Mais en tout cas, si rien n'est fait et si on continue la courbe continue de diminuer au rythme actuel, effectivement on arrive à 220 000 exploitantes et exploitants agricoles. En fait, pour donner un ordre de comparaison, c'est le nombre de salariés de LVMH à travers le monde. Enfin, c'est pour dire qu'en fait, voilà, c'est l'équivalent d'une très grande entreprise. Et en fait, c'est notre population agricole. Donc, c'est devenu un monde ultra minoritaire dans la société française. Et moi, ce que j'ai vu dans la colère agricole du début de l'année, justement, c'est qu'il y avait cette détresse-là qui s'exprimait aussi, en fait. Et comme le disait Laure aussi, ce décalage entre la ville et la campagne, etc. Mais il y a aussi de la part des paysans, en fait. Ils sentent bien qu'ils sont devenus complètement minoritaires. Et cette détresse-là, au-delà de la détresse économique de certains qui est réelle, etc., mais le fait de pas être entendu et de pas être considéré parce que devenu ultra minoritaire, je trouve que ça fait vraiment partie aujourd'hui
de leurs conditions. Donc alors, on a quelques données de l'équation pour aborder maintenant un petit peu les solutions. Qu'est-ce qui peut se passer? On a une agriculture, une alimentation qui a évolué beaucoup vers les produits ultra transformés, qui est plus faite chez soi. On a des besoins mondiaux qui ne cessent d'augmenter à travers la croissance de la population, avec la problématique de la protéine végétale contre la protéine animale. Et puis on a une population d'agriculteurs qui peut se diviser par 2 dans les 6 ans qui viennent. Voilà. Donc, si vous avez 3 heures, vous pouvez rendre votre copie. Voilà, de manière un peu caricaturale, mais quand même quelques grandes données. Alors si l'on passe maintenant à la partie prospective, quelle agriculture et quel paysan pour nous nourrir demain? Je vais revenir vers vous, Marc. Dans votre ouvrage, vous soutenez que nourrir 10 milliards d'êtres humains sans dévaster la planète est parfaitement possible en pratiquant des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie. Alors, est-ce que vous pouvez, de manière assez simple, nous expliquer ce qu'est l'agroécologie? Alors, oui, rapidement, la réponse est catégorique. Si la question n'était que technique, on pourrait nourrir plus de 10 milliards d'habitants en 2050. Il n'y a pas à désespérer, si c'était que technique. Mais c'est fondé sur des principes, alors que j'appelle de l'agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues, ceux qui nous racontent que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas un sol, ce n'est pas un troupeau, ce n'est pas une plante, mais des écosystèmes avec une incroyable complexité, espèces sauvages, espèces animales et autres. Mais juste donc, pour faire, au risque d'aller un peu vite, mais vous pouvez lire, c'est quand même bien raconté, on a besoin de calories dans notre alimentation, on a besoin d'énergie. D'où vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation qu'on va ensuite dépenser au travail? Ça nous vient du soleil. Paraît-il, pas de pénurie avant des milliards d'années. Donc c'est gratuit, c'est durable. Donc je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette ressource naturelle renouvelable et gratuite. Ça veut dire que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables d'intercepter l'énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire. Cette énergie, vous le savez très bien, on appelle ça glucides, on appelle ça lipides. Les glucides, c'est des hydrates de carbone. Vous voyez, hydrate, c'est de l'eau, carbone. Donc, c'est ça la partie énergétique de notre alimentation. Et d'où vient le carbone? De nos hydrates de carbone, glucides, glucose, etc., du gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question, y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, il y en a trop. Alors, on va faire un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va intercepter le gaz carbonique. Elle va libérer de l'oxygène, ce qui n'a jamais fait de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des lipides, va fabriquer des glucides, va fabriquer de la paille, des racines, et qui, si ça se décompose bien, les microbes, les champignons s'en profitent, va fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans l'humus des sols et atténuer le réchauffement climatique. Ben oui, qu'est-ce qu'on attend, Je veux dire, donc, allons-y. Donc, mais par contre, c'est la gestion de l'eau. Là, sans rentrer trop dans les détails, c'est pas seulement parce que l'hydrate de carbone, il faut de l'eau, mais c'est que pour que la plante puisse intercepter le gaz carbonique et libérer de l'oxygène, eh bien, il faut qu'elle soit suffisamment alimentée en eau parce qu'il faut qu'elle transpire. Le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels la plante transpire. Et vous savez qu'une plante qui transpire quand il y a du vent, quand il fait chaud, quand il fait sec, elle est un peu comme nous. Mais quand elle manque d'eau à boire dans le sol, elle peut, ce que nous, on est incapable de faire, arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Donc le maïs, au mois d'août, s'il manque d'eau à boire dans le sol, même s'il y a des rayons du soleil et qui recouvrent la totalité de la surface du sol, c'est raté, parce qu'il n'y a pas d'eau, elle ne transpire pas, les petits trous sont fermés, le gaz carbonique ne peut pas rentrer, et donc ça ne sert à rien. Donc oui, il y a des questions de savoir d'adapter les cultures. En fait, le maïs, ce n'est pas qu'il exige beaucoup d'eau, mais c'est qu'il exige de l'eau au mauvais moment. Donc je n'ai aucun racisme anti-maïs, je le dis tout de suite, mais il faut être intelligent dans l'affectation des cultures, hiver, printemps, été, automne, et ce genre de trucs, en fonction de la pluviométrie. Et c'est la gestion de l'eau qui est le plus délicat. L'eau gratuite, celle dont on va faire un usage intensif à l'hectare, c'est l'eau de pluie, mais elle nous est offerte de façon chaotique. Donc on l'empêche de ruisseler, on va remettre des haies. On l'empêche de ruisseler, c'est la couverture végétale, les associations végétales. On va mettre des lentilles entre les rangées de blé, on va associer. Le petit filet d'eau ne prendra jamais de la vitesse, etc. On veut que l'eau rentre dans le sol. Il faut que le sol soit poreux. Moi, on m'a enseigné le labour. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées. Il faut sauvegarder les vers de terre, notamment les vers de terre, parce que c'est eux qui, la nuit, sont à la surface en train de digérer les matières organiques, enfin de les manger d'abord. Et
Et après, dès que le jour se lève, hop, ils rentrent, ils creusent une galerie qui va rendre le sol poreux. Oui, c'est la biologie des sols qui va nous rendre les sols poreux. Donc on va s'interdire les insecticides. Je vous le dis tout de suite, les produits acides, c'est terminé, c'est obsolescent, c'est du passé. L'agriculture moderne de demain, elle va être bio. Et puis on veut que l'eau reste à hauteur des racines, c'est l'humus. L'humus, c'est 50% de carbone, le carbone du gaz carbonique que la plante avait intercepté, fabriqué de la paille, des racines. Les champignons s'en sont emparés, ont fabriqué de l'humus, séquestré du carbone. Oui, il faut ne pas minéraliser trop vite ce carbone et le remettre à l'état de gaz carbonique. Il faut séquestrer le maximum de carbone. C'est l'humus qui retient l'eau à hauteur des racines. Donc vous voyez, première chose, la gestion de l'eau pour la photosynthèse, transformation d'énergie solaire en énergie alimentaire. On a besoin de protéines. Les protéines, c'est des molécules azotées. C'est tous les constituants des tissus du corps humain. Les peaux, les ongles, les cheveux, les muscles, bien sûr. C'est fait de protéines. Il faut en retrouver tous les jours dans l'alimentation. C'est des molécules azotées. Où la plante trouve-t-elle de l'azote pour nous fabriquer des protéines? Dans l'air. Il y a 79% d'azote dans l'air que nous respirons, vous et moi. C'était comme ça il y a 4 siècles, ce sera encore comme ça dans 4 siècles. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette ressource gratuite, renouvelable. Mais là, le vrai problème, c'est plus tant la gestion de l'eau, un peu quand même, mais c'est l'énergie. Rajouter de l'azote sur une molécule carbonée, c'est coûteux en énergie. Alors, il y a l'agriculture industrielle, dont on n'a pas dit pour l'instant que le plus grand bien, mais on veut qu'un blé soit riche en protéines, on va lui apporter un engrais azoté de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel. Je vous dis russe pour vous faire peur. Mais cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, elle est dénoncée depuis déjà longtemps. Il ne fallait pas attendre la guerre en Ukraine. Bon, donc on va avoir une agriculture moderne qui va renoncer aux engrais azotés de synthèse, très émetteurs de protoxyde d'azote, gaz 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Donc on va arrêter ça. Mais il y a des alternatives. Tous les paysans du monde entier le connaissent. Je parle sous le contrôle des 2 paysans présents ici. Les légumineuses, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier, la févrole, ça peut être le soja, j'en conviens, mais ça peut être aussi le pois fourragé, ça peut être le lupin, puis ça peut être les lentilles, les haricots, les pois chiches riches en fibres, moins de cancer du côlon. Moi, je vous suggère, puisque nous sommes dépendants en légumineuses, que sur le territoire français, pour nourrir des animaux français, parce que le soja, c'est le soja brésilien qui a contribué à déforester la forêt amazonienne, ça a été très clairement dit, je vous suggère qu'en France, on produise des légumineuses françaises sur le territoire français pour nourrir des animaux français et des humains français, des humaines françaises, avec de l'azote de l'air français. Voilà. Vous avez le droit de le dire, plus franchouillard que Zemmour, Marc Dufumier. Sauf que ce n'est pas franchouillard, parce que ce que disait Laure tout à l'heure, c'est qu'à la limite, le soja des Brésiliens, vous savez, le Brésilien qui est désherbé, qui a été remplacé par le glyphosate, il est au chômage aujourd'hui. Il n'a même pas le pouvoir d'achat pour acheter un soja brésilien qui nourrit nos cochons. Nos cochons sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Bon, moi, je vous suggère qu'on mette fin à tout ça. Mais oui, techniquement parlant, alors la finitude, c'est surtout sur les éléments minéraux. On en reparlera. C'est compliqué, c'est les champignons mycorhiziens. Mais sachez que même sur les éléments minéraux, on peut progresser pour aller les chercher quand la roche-mère est altérée. Il y a des techniques aujourd'hui, il y a vraiment de gros progrès en agroécologie aujourd'hui, pour y compris là où il y a vraiment la question des phosphores, aller de l'avant. Mais oui, techniquement parlant, si c'était que technique, je vous le dis tout de suite. Monsieur le professeur Dufumier, est-ce que vous me permettez de reposer ma question? C'est quoi l'agroécologie? C'est l'agriculture biologique? C'est la permaculture? C'est quoi, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner à comprendre effectivement ce que vous entendez par agroécologie? Très juste. J'ai présenté l'agroécologie comme la discipline scientifique des agroécologues. Puis il y a des donneurs de leçons en agroécologie, donc je crois que vous avez compris. Voilà. Mais c'est la discipline scientifique. C'est donc pas une forme d'agriculture très précise, c'est une source d'inspiration qui a des fondements scientifiques. Tout de suite, je vous le dis, c'est quand même des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. Je n'oppose pas la démarche scientifique que j'essaie d'expliquer dans mon livre à il faut aussi récupérer des savoir-faire anciens de recherche empirique paysanne de longue durée. Je n'oppose pas la science. Mais donc, c'est pas... Et par contre, quand vous parlez agriculture biologique, agriculture de conservation, permaculture, agroforesterie, agriculture régénératrice, etc., voilà des formes d'agriculture, pour certaines qui ont un cahier des charges, un label, une certification, pour d'autres c'est autodéclaré, ça faut quand même aussi vérifier. Mais ces formes d'agriculture, j'aurais envie de dire, il faut les juger justement, est-ce qu'elles relèvent plus ou moins de l'agroécologie? Et très honnêtement, je pense que c'est comme l'agriculture biologique qui relève le plus de l'agroécologie, mais l'agriculture de conservation aussi, avec la difficulté de l'emploi souvent du désherbant. Donc parfois ça apparaît comme une secte entre conservation et bio, éventuellement on en reparlera, mais on peut surmonter ça. Il y a des fondements qui permettent de pratiquer parfois des agricultures de conservation et bio. C'est très compliqué, j'en conviens. Ah oui, les agricultures qui relèvent de l'agroécologie, c'est exigeant en travail. C'est intensif en emploi. Enfin, franchement, c'est idiot de promouvoir de l'emploi
dans un pays comme le nôtre, il y a du chômage, installation des jeunes agriculteurs, hein, ça a été évoqué tout à l'heure par Amélie, très clairement. Donc oui, et alors au Brésil, je vais vous dire, ne pas mettre les gens au chômage, créer une agriculture intensive en emploi et éviter que les Sénégalais qui ont perdu leur emploi, concurrencés par nos excédents de blé, ne produisent plus de mil de sorgho, et que la seule issue, c'est de traverser le désert libyen, la Méditerranée. Enfin, on peut éviter quand même toute une certaine chose, si on est d'accord. Merci. Je pense que voilà, on a bien compris ce qu'est l'agroécologie, donc plutôt cette démarche qui consiste à utiliser plusieurs types d'agriculture. Amélie, je vais revenir vers vous pour parler du monde des agriculteurs. Vous montrez à travers votre livre que l'agriculture est entrée aussi dans une forme de banalisation de ces métiers. Les exploitations adoptent des modes d'organisation qui sont similaires à d'autres secteurs économiques. Il y a de la concentration, il y a de l'automatisation, de la sous-traitance. On peut même parler parfois dans certains ouvrages d'agriculture sans agriculteurs. Vous montrez dans votre livre que le nombre d'installations est insuffisant pour maintenir la stabilité des exploitations agricoles. Et donc l'agrandissement se poursuit. Et chiffre à l'appui, vous expliquez que 40% aujourd'hui des installations agricoles viennent de personnes qui ne sont pas directement issues du monde agricole. On les appelle les NIMA. Alors vous allez nous dire ce que sont les NIMA et voilà, comment vous avez, à travers votre ouvrage, compris en quoi les NIMA pouvaient être aussi une source de stabilisation des exploitations agricoles en France. Oui, merci pour cette question. Alors, les NIMA, c'est les non issus du milieu agricole, effectivement. Et alors, sur les chiffres, par contre, c'est pas très clair, à vrai dire. Il y a des estimations, et je me base effectivement sur des estimations dans le livre. Mais dans le recensement de 2020, il n'y a pas de statistiques sur cette catégorie-là précisément. Le ministère n'en fait pas le décompte pour l'instant. Et c'est seulement récemment, j'ai vu que des travaux sociologiques, enfin des appels pour des travaux sociologiques ont été lancés. Donc c'est vraiment, alors que ce mouvement-là, ça fait au moins une dizaine ou une quinzaine d'années qu'il a pris de l'ampleur, il n'est pas encore étudié en fait. Et c'est un souci. Et je pense que là, les chambres d'agriculture commencent à s'en rendre compte, puisque c'est effectivement un mouvement qui prend de l'ampleur, qui est beaucoup plus massif que dans les années 70, lorsqu'on a parlé des néo-ruraux. Et ça a été déjà une vague importante, mais qui se concentrait dans certaines régions, notamment les Cévennes, la Drôme, l'Ariège, un peu le Massif central. Mais voilà, c'était aussi sociologiquement un peu plus marqué qu'aujourd'hui. Enfin, je fais une comparaison. Alors, ça reste, encore une fois, voilà, des estimations, et c'est très lié à ce que j'ai pu observer sur le terrain. On n'a pas voilà, de travaux sociologiques plus poussés que cela. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que dans les années 70, c'était une certaine élite urbaine, beaucoup parisienne, des étudiants en sciences humaines, notamment dans la foulée de mai 68, etc., qui sont partis vers les campagnes. Certains sont restés, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs et de gens qui sont repartis. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est là face à un mouvement beaucoup plus vaste et qui touche beaucoup plus de catégories sociales. Et de gens, évidemment des urbains, mais aussi des gens qui sont déjà à la campagne ou qui ont voilà, déjà eu des liens avec le milieu agricole sans en être issus, et qui, pour des raisons politiques souvent, des raisons écologiques, vraiment vont se tourner vers ces métiers-là. Et je suis allée à la rencontre en fait, de gens qui ont voilà, des grosses prises de conscience, des gens qui bifurquent. Ce mot il est devenu à la mode, mais pour moi, il traduit vraiment un phénomène réel. De bifurcation de gens qui, pendant 10-15 ans, vont exercer un métier de bureau et qui vont s'essouffler, qui vont se sentir étouffés dans le milieu, que ce soit de la fonction publique ou de l'entreprise, par des institutions parfois très hiérarchiques, une perte de sens du boulot, des journées entières passées devant l'ordi, parfois des burn-out, et en tout cas l'envie. Alors le moment du Covid a aussi été beaucoup un déclic pour certains. Mais il y a un moment voilà, dans ces parcours professionnels où les gens ressentent le besoin de faire autre chose, quelque chose qui ait du sens, qui soit cohérent avec leurs convictions, une activité manuelle et une activité en fait, qui donne du résultat, dont on peut voir assez vite les résultats. Et en fait, on arrive assez vite du coup à l'agriculture, en fait, quand on réunit un petit peu tous ces critères et cette recherche de sens et de cohérence. Et c'est comme ça que
Voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens d'âges différents. En gros, j'ai rencontré des gens qui ont entre 22 et 55 ans. Donc, il y a aussi des bifurcations tardives et qui ne sont pas assez accompagnées aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut s'installer en agriculture, au-delà du fait que voilà, c'est des formations qui peuvent durer un certain temps, qu'il faut faire des stages, qu'il faut aussi réunir de l'argent, trouver des terres, etc. On n'est plus accompagné après l'âge de 40 ans. Donc ça, c'est une limite qui est énormément contestée aujourd'hui, puisque les subventions publiques, donc les subventions de la PAC, la politique agricole commune, sont limitées aux personnes de moins de 40 ans, ce qui est aussi par ailleurs pénalisant pour les femmes. Dans ce mouvement-là, d'ailleurs, il y a énormément de femmes. Tout à l'heure, je parlais de la fin des paysannes. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que justement, cette population qui revient vers l'agriculture, il y a beaucoup de femmes. Il y a deux freins dont vous parlez dans votre livre. Il y a celui de la prise en compte de ces aspirations dans les modèles d'installation. Vous venez un peu de le développer. Et puis, il y a aussi l'accès au foncier. Vous dites que c'est très compliqué aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur cette C'est un frein énorme, puisque le foncier est cher et ce prix augmente beaucoup dans certaines régions et lorsqu'on est à proximité de centres urbains. Pour vous donner une idée, je suis allée dans une ferme, alors pour le coup là c'était dans la Creuse, qui était au prix d'achat de 4 millions d'euros. Bon, c'était une très grosse ferme, 350 hectares, élevage bovin. Mais voilà, qui peut réunir aujourd'hui 4 millions d'euros lorsqu'on n'est pas issu du milieu ? Là, en l'occurrence, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces deux jeunes qui voulaient reprendre, qui n'avaient aucun capital l'un comme l'autre, qui sortaient d'une école d'agro. Donc, eux, ils avaient par contre déjà le bagage, la formation, etc. Et ils ont réussi à convaincre autour d'eux différentes institutions. Le cédant, on appelle ça dans le jargon le cédant, celui qui quitte la ferme, a vraiment souhaité que ce soit ces deux jeunes-là qui s'installent. Il y a vraiment eu une histoire de rencontre entre les deux. Et donc, lui-même, il a rabaissé ses exigences. Ils ont trouvé un montage. Tout n'a pas été vendu. Certaines choses sont louées. Et puis, il y a eu des prêts à taux zéro de la région. La SAFER, pour le coup, qui d'habitude peut mettre beaucoup des bâtons dans les roues. Donc, la SAFER, c'est l'organisme qui régule la vente des terres agricoles, a aidé. Le Crédit Agricole a aidé. Bon, là, c'est une histoire qui se passe bien pour un montant astronomique. Mais il y a plein d'histoires qui ne se passent pas aussi bien et où les jeunes ou les moins jeunes se découragent parce que le prêt est refusé. Et puis par ailleurs, quel sens ça a de s'endetter sur 20 ans, 25 ans, 30 ans lorsqu'on démarre une activité ? C'est aussi une source de stress énorme. Et parfois, voilà, ce n'est pas du tout viable économiquement de démarrer en s'endettant autant. Et pourtant, pour vous, c'est une solution, enfin c'est une des solutions sur qui va nous nourrir demain, c'est de mieux accompagner ces personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Oui, tout à fait. Parce que statistiquement, encore une fois, voilà, on n'a pas toutes les données, mais ça représente une population importante. Sachant que de l'autre côté, les fils et filles de paysans veulent de moins en moins reprendre les fermes. Donc, vaut mieux tenter d'accueillir mieux ceux qui viennent que les laisser sur le côté. Et puis après, on développera peut-être plus tard, mais il y a aussi toute une piste, enfin pour moi, des pistes très, très intéressantes du côté des collectivités locales et des municipalités, puisque là, on a du foncier agricole qui est donc public, gratuit, voilà, qui peut... Alors, je raconte aussi des histoires de mairies qui mettent à disposition leurs terres ou qui les louent, mais à un prix vraiment très, très modique. Et ça permet réellement l'installation de personnes qui n'ont pas le capital et qui ne souhaitent pas s'endetter, parce qu'il y a aussi une démarche politique dans ce sens-là, et c'est aussi le travail d'associations comme Terre de Liens ou d'autres qui sortent les terres du marché, précisément parce qu'elles ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là de la spéculation, de la terre réservée à ceux qui ont les moyens, etc., et de permettre l'installation de personnes tout en conservant une sorte de commun, voilà, d'accès à la terre pour tous. Alors, vous parlez effectivement de ces solutions pour produire. Laure, vous mettez en évidence que rien ne sert de produire, il faut consommer, il faut bien consommer. Si la demande de poulet du Brésil est constante, on ne changera peut-être pas grand-chose. Donc, il faut jouer sur la consommation. Et pour jouer sur la consommation, il y a énormément d'enjeux qui sont à l'œuvre et il faut le faire avec les pouvoirs politiques, les collectivités publiques. Et là, on commence à toucher les difficultés à faire bouger ce grand système. Vous avez une expérience qui est très intéressante que vous avez menée pour introduire dans les cantines des menus végétariens.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer, vous dire comment vous avez fait? Est-ce que finalement vous avez abouti à des choses? Est-ce que ça change les habitudes de consommation? Pour rectifier, je pense qu'on a besoin de changer les pratiques agricoles. Hein. Mais c'est juste que pour transformer les pratiques agricoles, on a besoin qu'à l'autre bout de l'assiette, il y ait aussi un changement. Mais je pense que ce serait dangereux d'opposer les deux. Oui, moi en fait, ça fait 10 ans que je travaille dans les ONG environnementales, toujours très près du terrain, mais aussi en alliance avec les politiques. Et j'essaye de voir comment allier les deux. Et donc, quand j'étais à Greenpeace France, j'étais porte-parole sur les sujets alimentation, agriculture, on a lancé au niveau international une campagne sur la transformation de l'élevage industriel. Donc, à la fois, ce qu'on voulait, l'objectif était double, c'est réduire les niveaux de production et donc la consommation de viande, en tout cas chez les pays riches, parce qu'aujourd'hui, les niveaux de consommation chez les pays riches, on consomme en gros 2 fois ce qui est consommé au niveau mondial, de la moyenne qui est consommée au niveau mondial, en France. On a plus de 80 kilos équivalent carcasse par personne et par an. C'est énorme. Donc on a besoin de réduire les niveaux de consommation, mais par contre, l'idée, c'est d'aller vers de la viande de qualité. C'est-à-dire que les budgets dégagés, les surfaces aussi dégagées, puissent permettre de soutenir les éleveurs et les éleveuses en France et les accompagner dans un changement de pratique. On en a parlé. Donc c'est pour surtout ne pas opposer menu végétarien, ce sur quoi j'ai travaillé, et viande de qualité, parce qu'au contraire, ça va ensemble. Et donc on a décidé, moi j'ai piloté le volet français de cette campagne internationale, et l'idée ça a été de se dire, ok, on veut transformer les habitudes de consommation des Français. Alors moi je crois, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai un peu de difficulté à vouloir m'appuyer sur la sensibilisation des personnes une à une, qui en plus passe souvent par de la culpabilisation. Donc moi je préfère travailler sur les structures et sur l'environnement dans lequel on évolue pour faire évoluer les habitudes. Par exemple, vous pouvez dire aux gens, faites du vélo, ça ne va pas leur faire du vélo. Vous mettez des pistes cyclables dans la ville, il y en a qui vont se mettre au vélo. Donc c'est ça l'idée derrière. Et donc sur les menus végétariens, l'idée c'était de mettre en place, de rendre obligatoire des menus végétariens dans les écoles françaises, puisque c'était en 2017, ça n'existait pas, et de le faire en promouvant aussi la viande de qualité. Et l'enjeu, il était double, il était d'agir sur la question environnementale, en réduisant les volumes de consommation de viande, mais aussi sur la question sociale, puisque ce sont les enfants des familles défavorisées qui consomment le plus de viande transformée et le moins de fruits et légumes. Donc en fait, en agissant sur les menus végétariens, on faisait un coup double finalement. Et l'idée derrière ça, c'est d'agir sur les volumes, soutenir l'agriculture française, mais aussi transformer les mentalités sur le long terme. Parce qu'on s'est dit que si les enfants se mettaient à manger un menu végétarien par semaine, ils auraient plus tard l'habitude de se dire un menu végétarien, un repas sans viande, un repas avec viande, eh bien ça peut tout à fait convenir tant qu'il y a un équilibre dans l'alimentation et qu'elle est de qualité bien sûr. Et donc comment est-ce qu'on fait ça ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec Greenpeace, on a lancé toute une grande campagne de mobilisation, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a mobilisé des députés de tous les bords politiques, sauf l'extrême droite. Je leur parlais pas, je leur parle toujours pas, mais en tout cas sur tous les bords politiques. Et il y a des députés de LR jusqu'à l'extrême gauche qui ont soutenu le fait de proposer des amendements à une loi pour rendre obligatoire les menus végétariens dans les écoles. Et on s'est surtout appuyé sur 2 députés de la majorité, à l'époque Barbara Pompili, qui ensuite est devenue ministre, et Samantha Cazbonne, une députée LREM à l'époque. Et donc elles nous ont aidés à faire tout ce travail-là. Donc on a travaillé avec elles. Sauf que les députés nous ont dit une chose, c'est que si le grand public ne s'intéressait pas au sujet, ils n'avaient pas envie de travailler dessus. Ils nous ont dit, en gros ils ont des enjeux électoraux, donc ils nous ont dit, si les gens s'en emparent, que c'est important pour eux, on fera quelque chose. Si c'est juste vous, Greenpeace, qui demandez ça, on fera rien. Donc ça ne suffisait pas d'avoir 1 ou 2 députés très motrices à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc là, on a fait appel au grand public, on a fait appel à nos communautés. Et les gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux ont répondu présent. En fait, il y a des parents d'élèves qui se sont mobilisés dans les écoles pour mettre la pression sur les mairies et avoir des menus végétariens. Il y en a il y a des groupes locaux de Greenpeace qui sont allés dans la rue, parler avec les gens, faire signer des pétitions. Il y en a qui ont signé des pétitions en ligne. Il y en a qui ont interpellé les députés. C'est-à-dire que nous, on a proposé aux gens à qui on envoyait des mails ou sur les réseaux sociaux d'interpeller les députés. Ils l'ont fait. Il y a eu des milliers de gens qui ont interpellé leurs députés dans leur circonscription. Et en fait, tout ça a créé un momentum, a créé un mouvement politique, un mouvement national. Et en plus, par-dessus ça, il y a eu des polémiques pendant le Covid. Des ministres se sont emparés de la question des menus végétariens et de la viande. Donc ça a fait monter le sujet. Les médias, du coup, se sont emparés du sujet, voyant que les gens s'y intéressaient. Voyant que des mairies se mettaient à mettre en place des menus végétariens avec de la viande de qualité à côté, les médias se sont mis à en parler. Et tout ça a fait tellement monter le sujet que les députés, finalement, se sont appropriés le sujet.
Et petit à petit, on a fait un premier projet de loi en 2018. On a réussi, ça c'était lunaire, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez, à l'Assemblée nationale, quand il y a des projets de loi qui sont votés, ça ne se fait pas avec 577 députés dans la salle. Ça se fait parfois avec 30, 40, 80 députés. Il y a très peu de députés pour parfois traiter des projets de loi très importants. Et donc là, sur la loi agricole, je me permets, Laure, justement, la loi agricole, là, au mois de mai, il y avait 60 personnes dans la salle, ou moins la plupart du temps. Et donc sur les menus végétariens, on se retrouve à suivre en direct, parce que tout est accessible, les débats sur les menus végétariens. Il y avait 80 députés dans la salle. Et là, il y a un moment comme ça où donc, le sujet avait pris, donc il y avait quand même beaucoup de députés qui étaient là pour porter cette question des menus végétariens. La présidente de session demande un vote à main levée. Là, il y a une confusion. Est-ce que c'est 40, 41 contre 40? On ne sait pas bien. Elle refait voter. Et là, donc elle demande aux personnes, cette fois-ci, de se lever. Et là, un député près, on gagne l'obligation des menus végétariens dans toutes les écoles publiques et privées de France. Ça s'est joué à un député près et on a gagné. Et donc ça, j'avais envie de le rappeler parce qu'en fait, pour moi, cet exemple, il montre... Merci. Pour moi, il montre, parce que ça a été une grosse mobilisation de Greenpeace, moi, j'ai passé mes journées et mes nuits pendant 4 ans et demi sur ça, mais on a réussi parce qu'il y avait des députés mobilisés, et il y en avait suffisamment, et ça a marché parce que les gens dans la rue, sur les réseaux sociaux, ont montré que ça les intéressait, que c'était important pour eux, et il y a des mairies qui se sont mobilisées, il y a des médias qui sont mobilisés. Et donc voilà, j'avais envie de rappeler que parfois on me demande, mais est-ce que c'est aux entreprises de changer? Est-ce que c'est aux individus? Est-ce que c'est aux politiques? Moi, je crois que c'est à tout le monde de changer et de mettre la pression. Mais pour ça, il nous faut quand même un gouvernement qui tient la route. Et donc, on se retrouve, et des municipalités. Donc, on se retrouve aux prochaines élections. Au passage. Oui, envie de compléter là-dessus, justement, parce que le contexte politique, là, comment on nous fait les choses à l'envers complètement. Là, juste préciser quand même que la ministre de l'Agriculture qui a été nommée, Annie Genevard, son suppléant est un élu de très longue date de la FNSEA. Donc on est quand même là dans un contexte très très particulier de lien d'intérêt. Bon, la FNSEA a toujours été très très introduite au ministère de l'Agriculture. Mais là, le lien, il est direct. Le suppléant d'Annie Genevard, qui va donc prendre sa place à l'Assemblée nationale, a occupé pratiquement tous les postes à la FDSEA du Doubs, donc le département d'où il vient. Donc on ne peut pas s'attendre là, dans les prochains mois, à un changement de politique agricole. Donc ce n'est pas de là qu'il faut l'attendre. D'ailleurs, dans le discours de passation de pouvoir entre Marc Fesneau et Annie Genevard, elle a tout de suite repris les éléments de langage et les positionnements de la FNSEA, et notamment, ce qui est complètement scandaleux, elle a parlé des néonicotinoïdes, soutenant donc qu'il fallait les réintroduire, donc les insecticides tueurs d'abeilles, dont on a obtenu enfin l'interdiction, et on s'est fait remonter les bretelles par la Cour de justice européenne il y a 2 ans, puisque la France continuait à autoriser une dérogation pour les betteraviers. Donc politiquement, au niveau national, on est, et malheureusement je le crains pour un petit moment encore, dans une très très mauvaise passe. En revanche, au niveau local, et je l'évoquais tout à l'heure sur la question du foncier, donc au niveau des municipalités, mais aussi au niveau des régions, il y a énormément de marge de manœuvre, puisque ce sont les conseils régionaux qui ont la main justement sur les budgets d'installation en agriculture. Et donc, il y a certaines régions qui sont beaucoup plus progressistes que d'autres. Ce n'est pas le cas de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a sucré pas mal de budget, mais il y a d'autres régions qui justement vont faire en sorte qu'il y ait des aides pour les gens qui s'installent en agriculture après 40 ans, pour les femmes, pour les projets agroécologiques ou qui s'inscrivent dans cette transition-là. Donc voilà, il y a une marge de manœuvre et il y a matière, là, quelque chose qui est complètement à notre portée au niveau des politiques locales. Mais il y a aussi un autre élément, à mon avis, qui est très très important, c'est la mobilisation de la société, l'activisme, les mouvements. Et je pense évidemment au mouvement des méga-bassines, mais il y en a d'autres. Il y a la justice qu'on peut aussi activer sur des projets d'artificialisation des terres, etc. Il y a énormément de luttes à mener, et sans ces luttes, en fait, c'est pas au niveau politique institutionnel que ça va avancer. C'est vraiment tout ensemble. Et celle des médias indépendants, donc comme Mediapart. Merci Laure. Ça veut dire que face à un problème qui peut paraître gigantesque et un système qui est très complexe, se mobiliser a toujours beaucoup de valeur. 2 petites questions pour terminer avant de vous laisser la parole. Je me retourne vers vous, Marc. Donc l'agroécologie, c'est votre vie et vous avez milité pour montrer que c'est une solution d'avenir, l'agroécologie. D'après vous, quels sont les freins les plus lourds qu'il faudrait lever pour que
eh bien, on en voit peut-être encore davantage dans nos territoires. Oui, alors il importe de dire que les agricultures qui relèvent de l'agroécologie a des fondements scientifiques, mais moi, quand je rencontre des ministres, des députés et autres, il me faut aussi dire impérativement, vous savez, il y a déjà des gens qui font. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il y a des fondements scientifiques, le discours du professeur, mais il y a des gens qui font, c'est des pratiques, et la question souvent, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire passer d'exemples merveilleux, parce qu'une commune, on dit Montsartou, tout est bio, ils font en régie, etc. Et tout. Ok, c'est très bien, mais maintenant, le changement d'échelle. Et du coup, les freins, et surtout la façon de lever les freins, alors les freins ont déjà été largement évoqués par Laure et Amélie, moi j'aurais envie de dire le changement de comportement du consommateur. Ça a été dit un peu par Laure tout à l'heure, la somme de nos changements de comportement de consommateur a déjà des effets macroéconomiques. C'est-à-dire que quand on consommait plus de produits bio, les produits bio rémunéraient correctement les agriculteurs. Maintenant qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat et où les gens portent, parce que le bio est artisanal, il faut rémunérer le travail, c'est souvent un peu plus cher, il y a une diminution. Mais oui, le changement de comportement des consommateurs et l'éducation à la santé, c'est hyper évident. Maintenant, le monde associatif, ça a été évoqué ainsi par Laure et Amélie, très clairement, les associations de parents d'élèves, moi je ne veux pas de perturbateurs endocriniens pour mes gamins. On va vous demander, vous, les collectivités territoriales, les écoles, les collèges, les lycées, s'il vous plaît, vous allez garantir à des producteurs qu'on va leur rémunérer un prix producteur, une partie de la production bio et locale. Et on vous garantit, si vous voulez basculer vers l'agriculture biologique, écoutez, c'est vrai qu'il y a quelques risques, mais nous, là, on vous garantit que pour que nos aliments, pour que nos gamins n'aient pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, on va vous acheter des produits sains, labellisés bio, certifiés, à un prix rémunérateur. Évidemment, c'est les associations de parents d'élèves. On a cité Terre de Liens pour l'accès au foncier. Il y a les AMAP qui vous démontrent qu'en circuit court, si on peut s'éviter, parce que la déconnexion, c'est les agro-industries et les grandes et moyennes surfaces. On va les doubler. On va passer outre. Et on démontre que c'est possible. Moi, si vous me demandez d'être adhérent à une AMAP, comme je suis vagabond, je ne suis pas là tous les lundis pour le panier. Donc, OK, c'est pas encore suffisant. Mais oui, tout ce monde associatif, on est capable d'intercepter après nos politiques, ça a été dit. Moi, je commence évidemment plutôt par les élus locaux, donc les mairies, les communautés de communes, les départements, les régions, mais c'est aussi à l'échelle nationale. Je veux dire, les néonicotinoïdes, il y a bien des décisions qui se prennent là. Il y a même eu un ministre, celui qui voulait les rétablir avant qu'on retrouve un petit peu les choses. C'était mon ancien élève, comme quoi vous pouvez dire que j'étais mauvais professeur. Mais je viens de Normandie. Je viens de Normandie, voilà. J'ose pas donner les noms parce que j'ai peur d'être poursuivi en diffamation. Il y en a plus courageuses que moi. Mais donc, politiquement, il faut y aller, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est en interpellant nos élus, et c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai au niveau de la politique agricole commune. L'agriculture, les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie sont artisanales, elles sont exigeantes en travail, elles sont intensives en emploi, c'est donc conforme à l'intérêt général. Mais vous savez ce qu'on va faire ? On va rémunérer le travail. Plutôt que de subventionner les agriculteurs. Vous êtes des mendiants, vous avez besoin d'aide, on va vous mettre des conditionnalités, et ces aides, on va les distribuer en proportion des surfaces. Le plus gros aura plus. Non, on arrête ça. Et c'est 9 milliards d'euros, je vous suggère, avec des agriculteurs, droit dans leurs bottes, on négocie avec eux. À quel prix vous nous séquestrez du carbone dans l'humus des sols ? À quel coût ? À ce prix-là, top là, je vous paye. Le contribuable, j'entends. Les subventions qu'on paye déjà, je veux dire, voilà. Vous nous mettez des légumineuses, vous ne faites pas de tort aux Brésiliens qui pourront manger leur soja, vous allez ressusciter la biodiversité, vous allez nous éviter des importations de gaz naturel russe, vous allez nous éviter des émissions de protoxyde d'azote. C'est l'intérêt général ? Dites-moi, mettez des légumineuses dans vos rotations. Vous savez, le lupin, la févrole, pour forager, pour être compétitif avec un soja brésilien, c'est impossible. Il faut rémunérer correctement. Vous mettez du chanvre. Alors, je dis aux jeunes tout de suite, pas le chanvre récréatif, mais le chanvre, isolation thermique des bâtiments dans votre rotation, qui va pousser tellement vite que ça va étouffé, comme on dit, mais en fait, ça fait de l'ombre à l'herbe adventice. On va même pouvoir pratiquer des agricultures de conservation et bio. Dites-moi, je vous rémunère un prix rémunérateur du chanvre pour l'isolation thermique des bâtiments. C'est d'intérêt général. Ça crée de l'humus dans les sols et on vous rémunère correctement. On évolue vers une agriculture qui relève de l'agroécologie pour le plus grand nombre. On installe l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs. Oui, voilà, il faut qu'on s'y mette. Et c'est le Parlement européen aussi, il faut aller. Et puis, on va dénoncer les accords de Blair House et les accords commerciaux. Il y a une fenêtre de tir peu commune aujourd'hui. Alors, l'organisme de règlement des différends de l'OMC a un peu disparu et hors vie, mais néanmoins, dénoncer des traités internationaux. On dit la COP21. Il y a sûrement des juristes dans la salle. Mais au nom de la COP21, traité international ratifié par 196 pays, même si ce n'est pas contraignant, ça prévaut sur des accords commerciaux. Oui, dénonçons les accords commerciaux et on laissera les Brésiliens manger leur soja. Et je leur conseille, un soja pas transgénique sera meilleur pour leur santé. Merci Marc. Voilà, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ?
Le sujet est passionnel et passionnant. Merci. On va passer voilà, à la parole dans la salle. Il nous reste une vingtaine de minutes, c'est bien. Alors, voilà, au premier rang, et puis on ira après un petit peu derrière. On a un peu de temps, hein, donc si nos intervenants font des réponses assez concises, on pourra vous laisser beaucoup parler. Oui, bonjour messieurs, dames. Voilà, je suis très content de voir monsieur Dufumier. On a eu l'occasion de parler. Il s'avère que j'étais responsable professionnel au niveau national. J'étais très impliqué dans l'innovation. Je suis fondateur d'un réseau pour la vente en circuit court qui s'appelle Horticulteurs et Pépiniéristes de France. Donc je connais un petit peu le sujet, et de ça entre les années 2000 et 2020. Je voulais simplement dire que dans ma propre entreprise, là où j'étais, pour passer à la PBI, protection biologique intégrée, c'est-à-dire je considérais qu'en tant que chef d'entreprise, les employés n'avaient pas besoin de respirer les vapeurs de biocides et autres. Il a quand même fallu 5 ans. Et 5 ans de travail, c'est un projet d'entreprise. Préalablement, il a fallu opérer des transformations, augmenter la productivité, parce que pour s'occuper des insectes, il faut de la science entomologique, un petit peu. Ça veut dire qu'il faut dégager des heures. Pendant ce temps, les clients ne vous achètent pas plus cher. Ils viennent toujours aux mêmes saisons, il y a toujours les mêmes problèmes. Ça veut simplement dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, mesdames les conseillères, mettez-vous sur le terrain, s'il vous plaît, regardez comment ça se passe en réalité, et là, je pense que vous aurez les vraies solutions. Après, mobiliser tout le monde en disant on y va sur la culpabilité. Ça se passe mal. La seule chose, c'est qu'à l'époque, dans les années 50, est-ce qu'on connaissait tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'épidémiologie, de nocivité? Moi, je pense que ce n'est pas du tout le bon endroit par lequel prendre le sujet. Donc, quelque part, s'il vous plaît, passons à des choses très concrètes sur le terrain. Ce que vous avez dit, monsieur Dufumier, m'enchante, parce que c'est quelque part essai, erreur. À partir de là, on peut commencer à avancer. Les élus, comme les consommateurs, il faut les associer, simplement, le truc, mais ce n'est pas en culpabilisant, ce n'est pas en regrettant les choses, ce qui s'est passé derrière, qu'on va faire avancer les choses. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Très bien, merci pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez réagir? Juste à être un peu plus... Enfin, ce que nous appelons mesdames les conseillères, enfin, je trouve que ce n'est pas hyper agréable en tant que femme de nous prendre à partie comme ça vis-à-vis de l'homme. Mais ceci étant dit, j'entends le point d'aller sur le terrain, mais je pense que si vous lisez nos livres, vous verrez qu'autant Amélie que moi, on passe énormément de temps sur le terrain, parce que pour nous, c'est crucial justement de ne pas opposer la production et la consommation, mais ça, vous l'avez très bien dit. Oui. Je confirme que vos livres sont extrêmement équilibrés. Il y a pas vous n'êtes pas des donneuses de leçons et vous mesurez bien la complexité de ce terrain. Donc voilà, je vous invite effectivement à regarder les livres. Alors, il y avait... Oui, monsieur. Alors, si vous avez des questions, les témoignages sont intéressants, mais si vous avez des questions à l'un ou l'autre. La dame dans le fond, très bien. Alors, allons-y. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. J'avais des questions plutôt axées sur l'animal. Donc en fait, pendant la conférence, on a parlé beaucoup de pratiques agricoles, de culture de la terre, de comment ça fonctionne par rapport aux agriculteurs. Mais pas forcément de ce qu'on a dans l'assiette d'un point de vue animal, donc le steak. Je vais dire le terme animal pour reprendre le fait de dissocier l'aliment brut à l'aliment final qu'on retrouve dans l'assiette. Donc, que pensez-vous du rôle du spécisme chez les citoyens, les entreprises, les milieux politiques et dans l'alimentation de demain? Très bien, c'est une question très claire. Marc, vous souhaitez... Alors, il faudrait une conférence entière pour répondre à ça. Je voudrais juste dire, justement, pour que les débats puissent avoir lieu sans polémique ni sectarisme, il y a plusieurs questions. Il y a l'alimentation, donc les protéines animales et le coût des protéines animales. Il faut transformer des calories végétales en calories animales. Donc végétarien. Il y a végétalien qui, du point de vue strictement de l'alimentation, je suis un peu plus prudent pour vitamine D et B12, pour être très clair. Donc ça, c'est la question alimentaire. Il y a les acides gras saturés, ça, c'est plutôt les viandes rouges. Les antibiorésistances, c'est plutôt les antibiotiques dans les viandes blanches. Donc il y a la question alimentaire.
Après, quand on parle de l'animal, il y a aussi que les ruminants émettent du méthane, gaz à effet de serre. Alors sachez aussi que c'est un peu compliqué. Quand je plaide, par exemple, pour qu'on mette évidemment moins d'élevage en Bretagne, les urines, les algues vertes, etc., mais qu'on remette des brebis dans le bassin parisien, on me dit « Ah, mais il y aura du méthane, vous contribuez à ce que l'Île-de-France contribue au réchauffement climatique. » Faux. Faux, parce que la prairie temporaire qui va alimenter en légumineuses la brebis, et qui n'était pas là en grande culture, eh bien, elle fertilise le sol en azote par la voie biologique, et la betterave qui va être dans la rotation après va être fertilisée par la voie biologique, sans engrais de synthèse, sans émission de protoxyde d'azote, 10 fois plus réchauffant que le méthane. Donc attention, les analyses filières, que ce soit en équivalent carbone, que ce soit en monnaie ou que ce soit en énergie, l'agro-diesel, ce genre de choses, l'agroécologie, on n'oublie pas les effets collatéraux, les rotations longues, les rotations. Après, il y a le bien-être animal. Alors ça, c'est les conditions d'élevage, de transport et d'abattage, bien sûr, sur lesquelles il nous faut regarder. Et moi, quand je dis qu'il faut remettre les animaux sur la paille, évidemment, c'est pour fabriquer du fumier. Vous avez compris, je suis ardent défenseur du fumier, associé à l'agriculture-élevage. On ne les met pas sur le béton, on les met sur la paille, mais c'est aussi un bon dosage carbone-azote, on séquestre du carbone. Donc oui, l'élevage peut aussi contribuer à séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Donc il faut, c'est l'aspect qui peut être positif. Et puis alors après le spécisme, parce que c'est ça la question, là c'est déjà plus de l'ordre de la philosophie, et là on s'adresse aux véganes. C'est-à-dire, on me dit, monsieur le fumier, donc, alors parfois j'entends, pour le bien-être animal, on ne pourrait pas mettre les animaux dans la prairie. Alors je suis obligé de dire, oui, à moins 32 degrés, je préfère les mettre quand même un peu à l'étable. Bon, déjà, donc il faut faire attention de quoi on parle. Mais les conditions d'élevage, ça a beaucoup à voir pour le bien-être animal. Il faut penser vraiment que la question du bien-être animal est une question légitime. Mais le spécisme, c'est la philosophie, c'est anthropocentré, et c'est Homo sapiens qui, avec ses capacités cognitives, dans l'histoire, qui nous attelle. Alors, je remonte plus loin dans l'histoire que ce que racontait Laure tout à l'heure, on remonte au néolithique, c'est autorisé à domestiquer des animaux, des végétaux et ce genre de choses. Et donc, c'est de l'esclavage. Et il y a des gens qui disent toute forme d'élevage, c'est d'esclavage. Monsieur Dufumier, vous êtes anthropocentré, vous êtes spéciste. Eh bien, je vais vous dire, j'assume. Oui, je reconnais avoir plus de compassion pour les hommes et les femmes que pour les chiens et les chats. J'ai plus de compassion pour les chiens et les chats que pour les rats et les souris. J'ai plus de compassion pour les rats et les souris que pour les moustiques. Et je vous fais un aveu, j'ai déjà frappé un moustique, j'ai cueilli une rose, j'ai cultivé de la salade. Oui, j'ai un mépris pour la salade, je l'ai cultivée pour la tuer et la manger. S'il vous plaît, ne me traitez pas de cannibale. Très brièvement de mon côté, parce qu'après on va prendre d'autres questions aussi. Moi, je fais un gros distinguo entre l'élevage industriel et l'élevage paysan. Pour moi, c'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir, et malheureusement, on fait souvent l'amalgame. Dans mon livre, je suis allée à la rencontre d'éleveurs et d'éleveuses qui ont une relation avec leurs animaux. C'est pas du tout, comment dire, enfin voilà, c'est pas l'image caricaturale qu'on peut avoir des gros bâtiments d'élevage porcin, par exemple, en Bretagne, pour prendre un exemple un peu extrême, mais malheureusement, effectivement, dans la filière porcine, 95% de la production de viande, de charcuterie vient de ce type d'élevage. Donc, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Et après, encore une fois, je suis allée à la rencontre de personnes qui ont une relation à leur animal, des paysans qui nomment leurs vaches par leur nom, qui ont un petit nombre de vaches. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est ce modèle de polyculture-élevage qui était la ferme paysanne typique jusque dans les années 50. Et en fait, c'est complètement vertueux d'un point de vue écologique. Donc voilà, je ne développe pas plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que j'ai passé tellement d'années sur cette question-là, à faire beaucoup de conférences avec à la fois, j'ai même facilité des échanges entre des éleveurs, entre la Confédération paysanne et des antispécistes, avec L269, Libération animale. C'est des sujets extrêmement sensibles. Moi, je crois aujourd'hui que sur la question spéciste, tu vois, quand on a travaillé sur les menus végétariens, par exemple, j'ai travaillé autant avec des éleveurs qu'avec L214, par exemple, qui est profondément antispéciste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, on a un objectif commun qui est la fin de l'élevage industriel. Moi, si déjà demain on revient à un élevage paysan, alors on aura gagné une énorme victoire. Et du coup, on passe beaucoup de temps dans les médias, dans les débats, à se positionner sur est-ce qu'on a le droit de tuer ou pas un animal. Et c'est une vraie question. Mais tout le temps qu'on passe à discuter de ça, on ne le passe pas à se battre contre l'immense priorité sociale, écologique, et qui est en lien aussi avec la rémunération des producteurs, c'est la question de l'élevage industriel. Donc pour moi, j'ai vraiment très envie qu'on ait ça à l'esprit et qu'on reste là-dessus. Ok, merci. Est-ce qu'il y a...
Monsieur ? Merci de prendre ma question. Vous avez évoqué tous, quelque part, la centralité de la question foncière. Je voudrais vous parler, on a parlé d'un aspect historique. Madame, vous avez parlé des choses qui remontaient à la Révolution. Je vous rappelle que la Révolution, c'est la division égalitaire entre les héritiers. Donc, vous avez un émiettement de la propriété agricole qui s'est produit. Au jour d'aujourd'hui, les héritiers d'un peu de foncier, généralement, se retrouvent lors des successions opposés à un problème de division. Il faut rémunérer les autres. Quand les familles sont nombreuses, ça réduit l'accès à la terre de cette manière-là, de façon mécanique. Je vous rappelle qu'en vallée du Grésivaudan, ici, au Grésivaudan, les gens sont arrivés entre 1800, je vais dire, et 1960 à une réduction des surfaces agricoles à 4 hectares. 4 hectares, vous ne pouvez pas vivre avec ça. Donc c'est simplement pour rappeler aussi, en profiter parce qu'on a parlé d'Edgar Pisani, je vous demanderai à tout le monde de relire Utopie foncière, excellent livre qui essaye de proposer une solution autre que la solution capitalistique. J'espère que Marc pourra rebondir là-dessus. Voilà. Non. Merci. Oui, Edgar Pisani a écrit un livre excellent qui s'appelle « Le vieil homme et la terre », et dans lequel il revient effectivement sur la pratique du remembrement, etc. Et il reconnaît qu'à partir du moment où nous sommes devenus excédentaires, c'était complètement fou de poursuivre dans cette direction-là. Hein. Donc il a été très autocritique à son égard. Il faut rendre hommage à Edgar Pisani sur ce point-là. Et pour l'installation des jeunes agriculteurs, je crois qu'il y a la question effectivement d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs hors cadre familial souvent. Et c'est vrai que souvent c'est plutôt des ingénieurs en informatique qui veulent quitter l'intelligence artificielle, retrouver de la nature, mais ont des capacités. Alors parfois ils découvrent quand même que le métier, surtout quand on a peu de surface, que c'est du maraîchage, c'est très exigeant de travail et c'est très pénible, hein, ils le redécouvrent, mais il y en a beaucoup plus qui réussissent que les hippies des années 60, ça a été clairement dit. Mais je pense qu'il nous faut aussi penser à créer de l'emploi sur des grandes fermes, c'est-à-dire par la diversification. Et vous avez quand même quelques exemples aujourd'hui qui commencent à se multiplier, c'est trop minoritaire, de gens qui, avant de quitter leur ferme, même si ce n'est pas les enfants, parviennent à installer 2, 3, 4 personnes, 4 emplois sur des grandes fermes. Et en général, c'est de nouveau la réhabilitation, association agriculture-élevage. Il y a les cultures, évidemment, mais il y a aussi les brebis, il y a la traite et la transformation fromagère, et il y a la vente en circuit court. Et cette diversification au sein des grandes exploitations à plusieurs, ça permet aux gens de prendre des vacances. C'est-à-dire que la traite, elle est assurée peut-être plutôt par une spécialisation un peu, mais on peut prendre un week-end, on est substituable. Et ça, c'est décisif. Hein. L'installation d'emplois sur des grandes fermes via la diversification, c'est une voie possible pour une agriculture intensive en emploi, mais y compris pour que les gens soient correctement rémunérés. Mais oui, il faut surtout solidaire et s'autoriser des vacances. Merci. Peut-être une dernière question. Oui, monsieur. Bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Alors, 2 questions. J'ai 33 ans, j'ai une situation assez confortable aujourd'hui. Par contre, tout ce que vous avez dit me paraît hyper important. Comment je fais pour sauter le pas, pour devenir un agriculteur, un IMA? Quels sont les leviers d'action, à l'échelle peut-être plutôt collective et pas individuelle, pour m'aider à sortir de cette situation confortable et aller vers l'agriculture? Ça, c'est la première question. Vous êtes dans quel domaine? La transition énergétique. La deuxième question... Lisez mon livre. La deuxième question, je suis amapien aussi. Est-ce que, d'après vous, c'est un modèle qui pourrait être plus globalisé, être moins marginal? Moi, j'adore ce système très résilient. Est-ce que ça pourrait être plus largement développé? Merci. Alors, quelle vaste question, peut-être Amélie, sur comment on fait quand on est NIMA. En tout cas, j'ai rencontré un certain nombre de trentenaires ingénieurs, donc ça me parle beaucoup. Alors, c'est un parcours, il faut être lucide, c'est un parcours qui est long, qui dure 3 à 5 ans en moyenne, quand on ne vient pas du milieu, entre la formation. Alors, la formation type dans ce genre de cas, c'est le BPREA, brevet responsable d'exploitation agricole. Il y en a 80 ou 90 en France, dans tous les départements, il y en a. C'est rattaché souvent à des lycées agricoles, publics ou privés. Donc, c'est une formation qui, la plupart du temps, dure 1 an, avec des stages. Et puis, du coup, on rencontre... Les enseignements sont donnés par des agriculteurs et agricultrices eux-mêmes. Donc, c'est vraiment extrêmement formateur, c'est très concret. Mais en amont de cela, il y a des associations qui travaillent aussi pour se familiariser quand même à l'univers de la ferme, parce que quand on ne connaît vraiment pas,
le BPREA n'est pas suffisant souvent. Et donc, il y a des associations qui s'appellent les ADR. Alors, suivant certains départements, parfois, elles peuvent porter un autre nom, un autre sigle. Mais voilà, la fédération au niveau national s'appelle la FADEAR. C'est assez lié avec la Confédération paysanne. Et donc, ils proposent aussi différentes formules de stage. Alors, ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir décrocher des financements pour être accompagné pendant ces formations-là. Malheureusement, encore une fois, dans le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est précisément ce type de financement qui ont été supprimés. Donc après, quand on a une assise confortable, on peut se le permettre, mais c'est vrai que ça exclut quand même pas mal de gens. Mais en tout cas, voilà, il y a ces circuits-là. Et puis après, du salariat agricole aussi, si on veut continuer de se former, de se spécialiser dans certaines filières. Et après, à un moment donné, effectivement, suivant si ça vous plaît, si vous êtes bien accroché, se lancer. Et là, c'est une autre étape qui est la recherche de foncier ou la formule qui peut convenir. Le collectif, effectivement, c'est quelque chose qui se développe et c'est une très bonne formule aujourd'hui quand on veut préserver un peu de sa vie privée, de sa vie familiale. Et effectivement, c'est aussi cette génération-là qui est de plus en plus dans des formules collectives, mais là aussi, souvent, il y a aussi d'autres difficultés qui peuvent se présenter. Voilà. Mais en tout cas, faut s'accrocher et il faut y aller. Merci pour cette réponse de terrain. Et effectivement, vous trouverez beaucoup de choses qu'a dit Amélie dans son livre. Laure, sur la deuxième question, les AMAP, pour conclure. Oui, sur les AMAP, bien sûr que ça fait partie de la solution. S'il pouvait y avoir une montée en puissance des AMAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, le principe de panier régulier, ce serait formidable. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui encore développées à plus grande échelle? C'est toujours ça, parce qu'on peut faire de l'incantatoire, il faudrait ça. Oui, et après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'AMAP? Il y a une question de culture aujourd'hui profondément mondialisée, de vitesse et d'individualisme. Aujourd'hui, les gens, pas tout le monde, mais pour beaucoup, être à un même endroit et s'engager sur une année, sur un même panier, manger des topinambours et des panais en hiver alors qu'ils ont envie de manger des tomates, c'est compliqué. Donc en fait, il y a un changement culturel à avoir. Et donc là, je reviens à qu'est-ce qui crée le frein, d'où vient le blocage culturel? Alors il y a bien sûr toute l'évolution de la société, la mondialisation, etc., les réseaux sociaux, mais il y a aussi toute l'influence de l'agro-industrie. On n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais du coup, j'en vais dire un mot. Aujourd'hui, par exemple, l'industrie de la viande, donc la viande notamment industrielle, est très inquiète de la réduction de la tendance chez les jeunes d'aller vers moins de viande et de meilleure qualité, ou vers plus de viande du tout pour les antispécistes. Et aujourd'hui, donc, ils veulent enrayer ça. Eh bien, qu'à cela ne tienne, l'industrie porcine en 2020 a développé une campagne sur les réseaux sociaux qui a touché 74 millions de jeunes de 20 ans. 74 millions de jeunes. Interbev, qui est l'interprofession qui représente la viande rouge, entre 2016 et 2019, a développé une campagne directement dans les cantines scolaires, un établissement qui n'est pas censé accueillir des intérêts privés, mais dans les cantines scolaires. Pendant 3 ans, ils ont matraqué avec des quiz, des recettes, plein d'activités ludiques sur la viande. Ils ont touché 500 000 enfants. 1,5 million d'enfants de 8 à 12 ans influencés par le lobby de la viande rouge. En fait, ça, ce n'est pas normal. Donc oui, au changement culturel et au changement de pratique, mais tant qu'on n'aura pas repris la main sur tout ce qui nous influence, sur la publicité, le marketing, sur les médias, tant que Bolloré est à la tête des plus grands médias, ça va poser problème. En fait, tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, ça va être difficile. On va continuer à se battre, il faut, mais ça va être difficile de faire monter comme ça des projets comme les AMAP. Donc on a besoin d'agir à tous les endroits, collectivement ou politiquement. Et en plus, il y a un grand avantage à ça, et je terminerai là-dessus, c'est que quand on agit ensemble, on regagne de l'espoir, on regagne de l'agentivité, ça nous fait du bien, ça nous sort de l'isolement, ça nous sort de la dépression. Et aujourd'hui, notre société, je crois, a profondément besoin de ça. Merci. Très belle conclusion. J'espère que, j'en suis sûr, merci à vous trois d'avoir contribué à alimenter ce débat qui n'est pas clos, mais il y a de belles idées à faire prospérer. Juste avant que vous partiez, vous verrez à la fin de la salle Pascal qui, pendant cette heure et demie, a fait ce qu'on appelle un sketch note, c'est-à-dire elle a fait des dessins, elle a repris des mots qui lui paraissaient importants sur ce qui s'est dit pendant cette heure et demie. Et donc, regardez en partant, ça vous donnera peut-être une petite synthèse. Venez nous voir au stand. Merci Pascal, merci à la régie. Et venez nous voir au stand pour parler. Merci. Et merci à toi, Martial.
Merci Martial.